Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un débrief de ce Classico et comme vous pouvez d'ores et déjà le remarquer, de jour en jour, de semaine en semaine, je ressemble de plus en plus à un chauffeur routier argentin. Donc j'espère quand même avoir votre bienveillance devant cette vidéo et je vais me permettre de vous demander d'être très attentif sur les 30 secondes qui arrivent. Ok les amis, c'est Titi. Le 11 mars, à l'occasion du match retour entre le PSG et le Borussia Dortmund, Ultimo Diaz et la Soundfabric s'associent pour vous offrir un événement de qualité. On vous propose de venir suivre le match avec nous à la plage Soundfabric sur un transat, les pieds dans le sable, en plein mars à Paris. Que demander de plus? Venez nombreux, ramenez vos potes, ramenez vos collègues. On espère que le PSG se qualifiera cette fois-ci. Toutes les infos sur la soirée seront dans la description. Je vous laisse avec la vidéo. Ciao ciao, à bientôt les amis. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que vous serez nombreux à ce rendez-vous et on va passer maintenant au débrief de ce Classico. Et un premier point, c'est un ressenti purement personnel. Moi, c'est un Classico devant lequel je me suis régalé. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi personnellement je me suis régalé. Première des choses, c'est que outre l'enjeu qui était évident de ce Classico, parce qu'on sait que c'est un Classico qui a peut-être décidé de l'issue de la saison en Liga, c'est d'un point de vue contextuel un Classico qui était très intéressant. Pourquoi je dis ça? C'est parce que d'un côté, on a le Real Madrid qui est privé d'Eden Hazard et qui vient de sortir de 2 contre-performances et qui a besoin de retrouver le goût de la victoire, mais aussi de retrouver des certitudes dans son jeu. Et de l'autre côté, on a un Barcelone qui, on le sait, est en reconstruction depuis l'arrivée de Quique Setién, qui arrive à bien progresser, à bien travailler depuis plusieurs semaines, mais qui doit quand même confirmer hors du Camp Nou, parce qu'on sait que c'est une équipe qui a quand même 2 visages assez différents entre les matchs à domicile et les matchs à l'extérieur. Et pourquoi j'insiste sur ces problématiques-là? C'est parce que tout simplement, ce sont 2 problématiques différentes qui ont pour moi dessiné le match et la physionomie de ce match. Parce que logiquement, on a retrouvé un Real Madrid qui a décidé d'aborder ce match comme une équipe en transition. On l'a vu sur les choix de Zinedine Zidane. À partir du moment où tu décides de faire jouer Vinicius, ce qui n'est pas forcément acquis, parce que même quand Hazard était blessé, Vinicius n'était pas toujours titulaire. Et quand tu fais le choix également de te priver d'un Luka Modric, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand même que tu vas jouer la carte des transitions à fond et que tu recherches pas forcément la maîtrise et le contrôle sur ce match. Et de l'autre côté, on a aussi eu des choix forts côté barcelonais parce qu'on aurait pu imaginer qu'un Ansu Fati soit titulaire ou même qu'un Braithwaite soit titulaire parce que c'est 2 joueurs auquel Quique Setién n'avait pas fermé la porte en conférence de presse, mais Quique Setién avait fait le choix d'aligner Arthur, d'aligner Busquets, d'aligner Frenkie de Jong, mais aussi d'aligner Vidal. Pourquoi tu fais ce choix-là? Tout simplement pour essayer d'avoir une mainmise sur le cœur du jeu, d'avoir une supériorité au cœur du jeu pour pouvoir justement avoir le contrôle et la maîtrise du match. Du coup, quand on a des choix chez les 2 coachs qui sont des choix forts, forcément ça se traduit et ça se concrétise sur le terrain. C'est pourquoi sur ce match-là, on a eu pour moi une opposition de style, même si j'aime pas forcément ce mot, entre une équipe qui a essayé de faire très mal sur les transitions et une équipe qui a quand même cherché à s'installer le plus haut possible dans le camp adverse, à savoir le Barça. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de voir qu'entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps, il y a eu beaucoup de changements. Autant sur la première mi-temps, on a vu un Barça qui a réussi plus ou moins à prendre la main sur le Real Madrid en ayant beaucoup de contrôle et en ayant pas mal de situations chaudes qui n'ont pas réussi à convertir. Autant en deuxième mi-temps, on a eu un Real Madrid qui a été beaucoup plus agressif et qui a justement fait très mal au Barça parce qu'ils ont su monter l'intensité et qu'une maîtrise, chercher à récupérer la balle, chercher à presser, c'est quand même un style de jeu qui est énergivore. On l'a vu, on le sait depuis plusieurs semaines, le Barça c'est une équipe qui a du mal à tenir 90 minutes sur un même rythme, sur une même intensité et ça s'est clairement vu sur la deuxième mi-temps parce que même s'il y a des joueurs comme Arturo Vidal qui ont été problématiques au cœur du jeu, on a vu beaucoup de pertes balles, on a vu beaucoup de déchets et on a vu des joueurs pas capables vraiment de pouvoir fournir la même qualité sur 90 minutes. Et c'est là vraiment que le Real a pu prendre l'ascendant sur le Barça parce qu'on l'a vu en deuxième mi-temps, on a eu une dynamique très positive côté madrilène où le Real est vraiment monté en puissance au fil des minutes, là où le Barça a diminué de plus en plus au niveau de l'intensité. Mais je ne vais pas rentrer dans une analyse tactique très poussée, je ne vais pas rentrer dans l'effet de match. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que sur ces 2 équipes, sur ce match-là, il y a des joueurs qui illustrent très bien le match auquel on vient d'assister. Et parmi ces joueurs, le premier joueur qui illustre bien ce match, pour moi, c'est Vinicius. Pourquoi je parle de Vinicius? Parce qu'il montre parfaitement la différence entre le Real Madrid et le Barça sur ce match-là. À savoir que Vinicius, on le sait, c'est un joueur qui a énormément de déchets, mais c'est aussi un joueur qui tente beaucoup, qui agresse beaucoup, qui est toujours dans la provocation. Et sur le match d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un Vinicius qui, pendant 60 minutes, a raté énormément, a fait beaucoup de mauvais choix, a fait beaucoup de mauvais derniers gestes, mais qui a fini par payer. Parce que
C'est aussi ce qui a manqué au FC Barcelone. On l'a vu, je l'ai dit, le FC Barcelone, sur les 45 premières minutes, ils ont eu beaucoup de maîtrise. Ils ont réussi à bien s'installer dans le camp madrilène, mais il leur a manqué justement cette agressivité dans le dernier tiers, cette capacité à pouvoir faire des différences. Et Vinicius, pour moi, illustre parfaitement ça, à savoir que même si c'est un joueur qui techniquement a des problèmes, qui a du déchet, qui a beaucoup de mauvais derniers gestes, c'est qu'un joueur qui est quand même, si tu es supporter du Real Madrid, c'est un joueur qui peut te faire casser plusieurs ordinateurs, qui peut te faire casser plusieurs télés au cours de la saison. Mais c'est un joueur, quand tu as un joueur de ce profil-là, c'est un joueur qui est terriblement important parce que sur un match comme ce soir, on l'a vu, ça a fini par payer. Donc pour moi, le premier joueur qui illustre bien le match de ce soir, c'est Vinicius, parce que c'est vraiment la différence entre un Real qui certes n'a peut-être pas eu la maîtrise ou le contrôle du match, mais un Real qui a su être agressif et qui a su faire mal dans le dernier tiers, là où un Barcelone qui a eu beaucoup de maîtrise a semblé pour moi beaucoup trop scolaire dans les 30 derniers mètres. Donc ça pour moi c'est le premier joueur qui incarne ce match. Le deuxième joueur pour moi c'est Busquets. Pourquoi Busquets? Parce que si le Barça a autant pu avoir la maîtrise sur la première mi-temps, c'est aussi parce qu'on avait un Busquets qui a surnagé. Et Busquets, côté barcelonais, c'est un peu l'image de ce match parce qu'on l'a vu en deuxième mi-temps, on l'a beaucoup moins vu Busquets. Quand tu as une équipe comme le Barça qui arrive à bien se trouver, qui arrive à bien créer ce qu'ils ont envie de créer, forcément un Busquets, tu vas le voir beaucoup et ça a un effet domino. C'est-à-dire que si l'équipe va bien, Busquets va bien, et si Busquets va bien, l'équipe ira encore mieux. Et c'est pareil dans l'effet inverse, si le Barça commence à moins bien aller, eh bien on va moins voir Busquets, et si on voit moins bien Busquets, le Barça va bien moins être performant sur le terrain. Donc ça c'est le deuxième joueur pour moi qui illustre un peu la physionomie de ce match. Et le troisième joueur dont j'ai envie de parler, c'est pas forcément un joueur qui représente très bien la physionomie de ce match, mais c'est un joueur dont j'avais envie de parler, et ce joueur c'est Benzema. Alors pourquoi parler de Benzema? Benzema c'est un joueur qui ne fait jamais l'unanimité, c'est un joueur qui est très critiqué. Alors je dis pas que les critiques sont jamais infondées ou que c'est un joueur qu'il faut toujours protéger, parce que je pense, et je l'ai déjà fait sur cette chaîne, qu'il n'est pas toujours exempt de tout reproche, mais on l'a vu sur un match comme ce soir où le Real n'a pas cherché à avoir le contrôle, où le Real a essayé de faire très mal en transition. Dans cette configuration de match là, Karim Benzema c'est un véritable régal parce qu'il a la qualité technique, il a la qualité intellectuelle pour faire mal sur chaque transition, parce qu'on sait que sur une transition, si Benzema il a le ballon, ou même quand il n'a pas le ballon, il va faire à chaque fois ce qui est bon. Quand il n'a pas le ballon, il va faire les bons déplacements pour libérer des espaces aux partenaires, et quand il a le ballon, il va faire à chaque fois les bons choix, que ce soit le choix de la passe, que ce soit le choix de la fixation. Et dans un match comme celui de ce soir, c'était un match taillé pour lui. Donc ça pour moi c'est vraiment les trois joueurs qui reflètent le mieux ce match. Mais il y a un point sur lequel j'aimerais terminer cette vidéo et qui me semble intéressant, c'est comme je l'ai dit évidemment, ce match-là, il avait un enjeu très important parce que en cas de victoire, le Barça pouvait prendre 5 points d'avance et pouvait quasiment sceller la course à la Liga. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il ne faut pas prendre ce match pour acquis. Et surtout d'un point de vue madrilène. Pourquoi je dis ça? Parce que forcément, mentalement, psychologiquement, cette victoire, elle va faire énormément de bien. Mais c'est pas le genre de contenu, c'est pas le genre de match sur lequel, pour moi, le Real va pouvoir capitaliser. Parce que, on le sait, une équipe comme le Real Madrid, elle va pas pouvoir toujours jouer en transition comme elle l'a fait aujourd'hui. Dans beaucoup de matchs, à chaque fois qu'elle va devoir rencontrer des petits, ça va être au Real de faire le jeu, ça va être au Real de faire mal et d'avoir le contrôle et la maîtrise du match. Et ça, c'est quelque chose, on l'a vu surtout sur les dernières semaines, qui est assez compliqué pour le Real Madrid. Donc oui, le Real revient parfaitement dans la course en Liga. Le titre n'est pas du tout scellé, mais il faut quand même, je pense, garder de la distance côté madrilène sur cette victoire, parce que malheureusement, en termes de configuration de match, c'est pas forcément le genre de configuration de match auquel le Real va être souvent confronté. Donc c'est aussi un point sur lequel je voulais revenir, garder de la distance sur l'analyse de ce match, parce que même si ça a été un match devant lequel je me suis régalé, devant lequel il y a eu beaucoup de points intéressants, c'est un match qu'il faut quand même réussir à détacher du reste, détacher du contexte d'une saison, parce qu'on le sait que c'est des configurations de match qui sont particulières et qui ne sont pas forcément vouées à être répétées. Et dans le cas du FC Barcelone, forcément, c'est une défaite qui est très décevante, c'est évident, parce qu'il y a tout cet enjeu derrière. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu pas mal de choses aussi intéressantes sur ce match-là. Forcément, on ne veut jamais perdre un classico, on veut toujours gagner les matchs, c'est normal et c'est logique qu'il y ait de la frustration et qu'il y ait de la déception autour de ce match, mais il ne faut pas tout jeter à la poubelle. Et il faut bien comprendre aussi une chose, c'est que le Barça est en phase de reconstruction et qu'on ne peut pas espérer que tout change du jour au lendemain.
Encore plus dans un match comme celui de ce soir où le Barça a montré beaucoup de belles choses. Ils ont montré une très belle première mi-temps durant laquelle ils avaient beaucoup de maîtrise, durant laquelle ils ont réussi à se créer des occasions. On a vu beaucoup de progrès là encore au niveau de l'utilisation du ballon, au niveau du pressing, au niveau du quadrillage sur le terrain. Mais voilà, il y a eu des faits de jeu, il y a eu des occasions ratées, il y a eu des occasions concrétisées en face par le Real Madrid. Et il ne faut pas tout juger la performance de ce soir sur un simple résultat parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont beaucoup plus de sens à côté d'un simple score sur un panneau d'affichage. Donc voilà, j'espère que ce débrief vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce Classico, qui sont pour vous les tops et les flops de ce match. Est-ce que le Real va être champion ou selon vous le Barça? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.